Le 18 juin 1815, ici, à Waterloo, s'est déroulée l'une des batailles les plus célèbres de l'histoire. Napoléon est vaincu, ce qui met fin aux guerres napoléoniennes et prône l'hégémonie britannique jusqu'à la fin de l'ère victorienne. Mais comment en est-on arrivé là? C'est ce que nous allons découvrir. Pour comprendre cet événement, il faut remonter un peu en arrière. En 1814, les puissances de la 6e coalition envahissent la France. Puis Napoléon abdique une première fois en faveur de son fils et puis définitivement. Il renonce, lui et sa famille, au pouvoir. Les puissances européennes mettent Louis XVIII sur le trône de France. Louis XVIII qui est le frère de Louis XVI et l'oncle de Louis XVII, le fils de Louis XVI, qui est mort en prison. Pendant ce temps-là, les puissances européennes, elles, se trouvent à Vienne pour un grand congrès qui va redéfinir les cartes européennes. Napoléon, lui, est à l'île d'Elbe, d'où il dirige ce petit État qui vient d'être créé juste pour lui, avec une garde de 2000 hommes. En France, en revanche, la fin de la guerre est un grand problème pour une partie de la population. En effet, les guerres répétitives ont fait qu'une grande partie des emplois français étaient tournés vers l'effort de guerre. Et la fin de la guerre va sonner pour beaucoup la fin des pertes d'emploi. Et Napoléon, lui, il le sait. Et il décide, en mars 1815, de débarquer à Golfe-Juan, près de Saint-Raphaël, dans le Var. Seulement, son retour n'est pas apprécié par tout le monde. Une partie des Français le soutient. C'est le cas, par exemple, de certaines régions, comme l'Alsace, la Lorraine ou encore la Provence. D'autres sont au contraire très hostiles à Napoléon. C'est le cas de la région de Bordeaux, de la Vendée ou de la Bretagne. Napoléon, lui, monte avec sa petite armée vers Dijon. Et le maréchal Ney, son ancien maréchal, tente de l'arrêter et de le faire prisonnier. Seulement, l'armée se rallie à Napoléon et ça ne marche pas. Napoléon, lui, il continue sa marche jusqu'à Paris. Et Louis XVIII, lui, est obligé de fuir avec une partie de ses fidèles. Napoléon, quand il reprend Paris, il a beaucoup d'ennuis parce que déjà l'Europe lui a déclaré la guerre et puis également parce qu'il faut constituer un gouvernement, également une armée. Le problème, ce n'est pas les soldats, mais les officiers qui font défection. Napoléon doit trouver des gens pour diriger le gouvernement, mais surtout des militaires pour mener une nouvelle campagne contre les puissances européennes qui viennent de lui déclarer la guerre. Napoléon, il va décider d'attaquer au nord en Belgique. Pourquoi? Eh bien parce que en Belgique, il y a des armées qui sont déjà prêtes, contrairement par exemple aux armées autrichiennes ou russes qui ont encore beaucoup de chemin à faire avant d'arriver aux frontières françaises, et puis surtout parce qu'il y a l'armée anglaise. Et l'Angleterre, c'est la banque de l'Europe depuis la première coalition, sous la Révolution. C'est elle qui finance la guerre contre la France. Le 15 juin, Napoléon va tenter un coup de force. Ce coup de force, il va moyennement marcher. Son but, c'est de séparer d'un côté les armées britanniques commandées par le duc de Wellington, ainsi que les armées hollando-belges du prince d'Orange, de les séparer de l'armée prussienne. Alors ça marche, mais ce n'a pas l'effet escompté. Parce que le gros souci de Napoléon, c'est qu'il n'a pas les officiers supérieurs qu'il voulait. Il n'en a que 3 à sa disposition. Le maréchal Soult, le maréchal Ney et le maréchal Grouchy. Et le problème, c'est qu'il a perdu le maréchal Berthier qui commandait le quartier général. Et ce qui fait qu'il y a un certain retard dans la mise en place des ordres de l'empereur. Napoléon, quand même, arrive et sépare les armées adverses en deux, à Charleroi. Puis, le 16 juin, à 4 bras, le maréchal Ney se bat contre les Hollando-Belges et les Britanniques. Et à Ligny, Napoléon se bat contre les Prussiens. Les 2 batailles sont gagnées, mais Napoléon fait une erreur de jugement. Il pense que les Prussiens sont en déroute, de toute façon leur armée est détruite. Du coup, il va se concentrer uniquement sur les Britanniques. Et, avec un certain retard, il va donner l'ordre au maréchal Grouchy de poursuivre les Prussiens, pour les empêcher de faire jonction avec les Britanniques. Napoléon, lui, il marche et il suit les Anglais et les Hollando-Belges, qu'il rejoint le 17 au soir, ici. Napoléon, il se trouve là-bas, près de la ferme du Petit Caillou. Napoléon, il se trouve là-bas, on ne le voit pas très bien, ici. Donc là où nous nous trouvons, nous sommes sur le mont Saint-Jean, où les Britanniques et les Hollando-Belges se sont installés.
juste là. Alors pourquoi Wellington a-t-il choisi ce terrain? Et bien tout simplement parce que c'est un terrain dominant et parce qu'il va pouvoir cacher son infanterie derrière. Là on voit il y a une petite route. Sur cette route s'est installée son artillerie. C'est là où il va installer son artillerie. Et les Français eux ils sont installés de l'autre côté. Et puis Wellington il a fortifié 3 fermes. Là-bas la ferme de la Papelotte. Juste devant on ne voit plus parce qu'il y a des arbres. Il y a la ferme de la Sainte qui existe toujours. Et de l'autre côté de la route et du mémorial, il y a la ferme de Goumont, qu'on appelle Hougoumont à tort. Et Wellington, lui, il est installé à Waterloo, la ville de Waterloo, à l'auberge de Waterloo, au relais de poste, juste en face de la basilique de Waterloo. Napoléon, lui, il est à la ferme du Petit Caillou, sur le plateau de la Belle Alliance, qui est le plateau en face et qui fait face aux Britanniques. Napoléon, lui, il a installé son artillerie, il a installé son infanterie, sa cavalerie, etc. Et au fond, à un endroit majeur, il y a ce bois assez grand, qui était plus grand à l'époque, qui est le bois de Paris, d'où vont sortir les Prussiens à la fin de la bataille. Le 10 au soir, Napoléon il prépare son plan de bataille, c'est normal avec ses officiers. Du côté britannique, on fait exactement la même chose. Néanmoins, Wellington il a un avantage sur Napoléon. Déjà, il connaît très bien le terrain sur lequel nous nous trouvons. En 1814, alors en pleine campagne de France, il a repéré ce terrain et il le connaît. Et aussi, il s'est battu durant la Révolution, ici, contre les Français. En 1793, les Français vont battre les Prussiens, les Autrichiens et les Britanniques, ici, à la bataille du Mont-Saint-Jean. Et il sait que, pour défendre ce terrain, il lui faut absolument garder les 3 fermes, qui d'ailleurs, pendant la bataille en 1793, avaient été fortifiées. Mais Wellington, il a d'autres avantages sur Napoléon. Déjà, le terrain. Le terrain, il n'est pas comme aujourd'hui, tout sec. À l'époque, il était détrempé, c'était de la boue, c'est des champs de boue, ce qui fait que l'artillerie ne va pas être totalement opérationnelle pendant la bataille. Et également, il y a un autre souci pour Napoléon. Napoléon, il pense que les Prussiens sont en déroute, ce qui est faux, les Prussiens ne sont pas en déroute. Et Wellington, il le sait très bien, puisqu'il a une correspondance avec le Feldmaréchal Blücher qui commande les Prussiens. Et Wellington, il lui a demandé de venir et de le soutenir ici à Waterloo, avec ses 100 000 hommes. Napoléon, lui, au début de la campagne, il avait 124 000 hommes. Ici à Waterloo, il n'y en a plus que 75 000. Et Grouchy, qui poursuit les Prussiens, en a 30 000. Ce qui fait que à peu près 19 000 soldats ont été blessés, tués, faits prisonniers, ou alors doivent conserver des positions acquises par l'armée française. Finalement, le 18 au matin, Napoléon a un plan qui est défini et il est prêt pour la bataille. Napoléon, il va retarder son offensive à cause du général Drouot. Le général Drouot qui commande son artillerie, l'artillerie de la garde, et qui lui demande de lancer son attaque 1 heure plus tard de ce qui était prévu, à cause de ce sol justement qui est détrempé et qui est rempli d'eau. Napoléon, lui, il accepte, mais c'est une grave erreur. Et Napoléon, son plan, il est extrêmement simple. Exactement faire la même chose qu'à Austerlitz. Faire une attaque sur l'aile droite britannique. Essayer de prendre, ou simplement faire une attaque de diversion sur la ferme de Gaumont pour que Wellington dégarnisse le centre. Et justement où nous nous trouvons, ici à quelques mètres. Pour qu'il dégarnisse son centre pour soutenir justement. Et Napoléon va faire une attaque d'infanterie et va prendre le terrain, diviser l'armée adverse en 2 et gagner. Ça c'est un plan qui est génial. Seulement, ça ne va pas marcher. Napoléon il pense que c'est l'affaire d'un déjeuner, ça va être extrêmement simple. Seulement, sur l'aile droite, il a mis son frère Jérôme aux commandes. Et son frère Jérôme, il veut montrer à Napoléon qu'il est un grand soldat comme lui, etc. Il va faire envoyer beaucoup de soldats qui auraient été plus utiles à un autre endroit de la bataille. Mais on n'en est pas encore là. Napoléon, il fait envoyer une attaque sur la ferme de Gaumont. Seulement son frère ne fait même pas envoyer l'artillerie, il envoie directement son infanterie qui va se faire massacrer par les Britanniques, etc. Voilà, c'est la boucherie. Napoléon, lui, il est un peu malade et donc n'est pas présent. Et il ne reçoit pas la totalité des informations. Napoléon, il est à la ferme du Gros Caillou, qu'on appelle également la ferme de la Belle Alliance, où il est malade, il est dans son lit, et il reçoit les missives de ses officiers
Et donc il ne peut pas savoir exactement tout ce qui se passe. Il reçoit simplement les informations qu'on lui donne. Et finalement, il décide d'envoyer son infanterie sur le centre britannique. Et on envoie 2 offensives en même temps. L'une commandée par Drouet d'Erlon, qui est censé attaquer le centre britannique, où nous nous trouvons. L'autre chargée de prendre la ferme de la Paplotte, un peu plus loin. Hein, c'est une espèce de château là-bas. On voit une tour qui n'existait pas à l'époque, puisque la ferme va être entièrement détruite pendant la bataille, commandée par Durut. Alors, l'attaque de Drouet d'Erlon, elle marche extrêmement bien. Et elle arrive presque bientôt sur le mont Saint-Jean. Seulement, Wellington, il va avoir un problème et il est obligé d'envoyer sa cavalerie lourde. Seulement, les combats et les tirs d'artillerie et de fusil ont fait qu'il y a énormément de fumée, donc on ne se voit pas très bien. Les cavaliers britanniques vont attaquer l'infanterie française. L'infanterie française qui va reculer, mais qui ne va pas abandonner le terrain. Et les cavaliers britanniques vont continuer leur offensive et vont arriver devant la grande batterie, qui se trouve là-bas, où toute l'artillerie française s'est massée. Et naïvement, ils vont attaquer l'artillerie française et ils vont se faire massacrer. Et par la suite, Wellington a perdu toute sa cavalerie. Et c'est un désastre. En revanche, la seconde offensive, lancée en même temps là sur les Nassoviens, à la ferme de la Paplotte, lui, cet assaut, c'est une réussite. Le général Durut qui commande cet assaut, il prend la ferme de la Paplotte sans aucune difficulté et le chemin d'Ohain un peu plus haut. Et ça, c'est un problème pour Wellington, mais que les Français ne vont pas exploiter parce que Napoléon, il n'est pas au courant. Parce qu'ils auraient pu contourner les Britanniques et les attaquer par derrière. Seulement, on n'a pas averti Napoléon de cette disposition-là et donc il ne va pas prendre ses précautions pour attaquer les Britanniques là. Finalement, attaque et contre-attaque vont s'enchaîner sans trop de problèmes pour ce début de matinée. Napoléon, il attaque également la ferme de la Haie-Sainte qui se trouve là-bas. Puis, vers 14 h, le maréchal Ney, qui se trouve là-bas, voit que les Britanniques reculent de 100 mètres. Par ordre de Wellington, les Britanniques vont reculer de 100 mètres. Et donc Ney, il pense que les Britanniques se replient et qu'ils partent en retraite. Seulement, c'est faux et il envoie sa cavalerie. Napoléon se demande un peu ce qui est passé à la tête de son maréchal, mais il va soutenir cette offensive en envoyant le reste de la cavalerie. Parce que bon, il ne faut pas gaspiller non plus des soldats. Ça va être l'attaque des Vertebornes, là-bas entre la ferme du Beaumont et le mémorial. C'est un véritable désastre parce que les Français n'ont pas réussi à percer les carrés britanniques, contrairement aux 4 bras. Là, ils avaient réussi à les exploser. Finalement, Napoléon et Wellington voient au loin, par là-bas, par le bois de Paris, qu'une armée est en train d'avancer. Napoléon, il fait croire à son armée qu'il s'agit du maréchal Grouchy. Côté de Wellington, on n'est pas totalement sûr. On ne sait pas si c'est Blücher ou si c'est Grouchy. Si Grouchy, c'est un désastre, il faut partir le plus vite possible et sauver tout ce qu'on peut. En revanche, si c'est Blücher, il faut intensifier le combat contre Napoléon. Finalement, à 16 h, au lieu du maréchal Grouchy, c'est le maréchal Blücher qui sort du bois de Paris et qui attaque directement les positions françaises de Plancenoit. C'est là où on voit la forêt, par là-bas, un peu plus loin, il y a Plancenoit, où s'est installée la jeune garde de Napoléon et la ferme de la Paplotte, qui sont attaqués par les Landwehr prussiens. À Plancenoit, les Français sont en difficulté. Il y a 500 Français contre 20 000 Landwehr. Napoléon, il fait le choix d'envoyer 100 grognards de sa vieille garde qui renvoient les Prussiens et les calment un peu. Côté de la Paplotte, on résiste très bien contre les Prussiens. En revanche, on commence à s'affaiblir niveau munitions, sachant que les Prussiens commencent à investir la morne plaine qu'a décrit Victor Hugo, ce qui empêche le ravitaillement. Mais Napoléon, il n'a pas dit son dernier mot pour autant. Il continue l'offensive. Et à 18 h, il prend la ferme de la Haie-Sainte. Seulement, il n'a toujours pas pris Hougomont. Ce qui est dommage pour lui, parce que c'est un site très important. Sauf qu'à 20 h, Napoléon décide